Bonsoir à toutes et à tous. Merci Paul Salmona. Merci aux mages d'associer encore une fois Academ à cette rencontre. Et merci à Sophie Andrieux et Joseph Hirsch de m'avoir proposé de conduire cet entretien avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Un entretien qui revêt une dimension particulière pour moi. Exceptionnellement, je vais en effet commencer par une anecdote issue de mon histoire familiale, mais qui vous concerne, Daniel Cohn-Bendit, même si vous n'en avez aucune connaissance. Mes parents ont quitté la RDA en 1984, l'Allemagne de l'Est. J'avais alors 1 an et demi. Avant de rejoindre Strasbourg, leur destination finale, ils ont d'abord fait escale par Francfort, le temps d'obtenir des papiers. Eh bien, figurez-vous que le jour de leur arrivée à Francfort, le premier jour de leur vie à l'Ouest, donc dans le monde libre, un ami vient les chercher à la gare et, à peine montés en voiture, il leur lance « Hé, regardez le rouquin, là, qui se tient à l'arrêt de bus. Vous le reconnaissez, non ?» Et c'était vous, Daniel Cohn-Bendit. La première personne que des juifs allemands fuyant l'Est croisaient à l'Ouest, c'était donc un autre juif allemand qui, lui, se trouvait là, en Allemagne, après avoir été expulsé de France. C'est une coïncidence absolue, mais cela explique que je suis particulièrement touché de vous interviewer ce soir. Alors on y va. On va remonter un peu le fil de votre trajectoire tout de suite, mais je voulais d'abord vous poser une question préliminaire. Si on joue ce soir à guichet fermé, c'est aussi parce que vous êtes littéralement une icône, c'est-à-dire l'incarnation de toute une époque, d'un souffle, d'une promesse, avec aussi sa part de désenchantement, on va y revenir. Or, vous racontez dans ce livre, « Souvenirs d'un apatride », l'écart qui a aussi existé entre le personnage que l'histoire a fait de vous et la personne que vous êtes. Alors, je voulais vous demander comment on vit dans cet écart entre le moi public et le moi profond, le moi intime. D'abord, on vit bien. Donc, je ne vais pas me lamenter sur moi-même. Le fait que beaucoup de gens m'aiment bien, ça ne m'est pas désagréable. Donc, le problème, c'est pas d'être quelqu'un qui est reconnu. Alors il y a quand même pas mal de cheveux blancs ici. Pour les personnes d'un certain âge, quelqu'un qui a été un compagnon, ou ils ont été un compagnon des événements, etc. Non. Ce qui est plus dur, ça a été la projection politique de me vouloir me donner, de me faire d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et c'est là que j'explique qu'on voulait faire moi un révolutionnaire professionnel, et c'était quelque chose que je n'étais pas et que je ne voulais pas. Et donc, c'est pour cela que très tôt, à la fin mai, en 68, j'étais assez dérouté par des événements, ce que ma personnalité était devenue objectivement, qui dépassait ce que je voulais être. Voilà. Il y avait comme un malentendu, en fait. Un malentendu, c'est pas comme j'avais une grande gueule et que j'étais toujours devant, que les gens croient que je voulais être plus que comme je voulais être un grand révolutionnaire. On pouvait. Donc c'est le malentendu. C'est pour moi, à partir d'un certain moment, je voulais redevenir quelqu'un qui avait la possibilité de se balader normalement dans la rue, sans être interpellé, pas méchamment, mais sans être interpellé. Et j'avoue, c'est ça. Donc, ça a marché, ça ? Au fil du temps, ça a marché. Mais je mens un peu, parce que quand 20 ans après, je suis dans la rue avec ma femme à Paris et qu'une dame, à l'époque donc assez jeune comme moi, m'embrasse et dit « Heureusement que tu vis », ma femme me regarde et me dit bon, c'est pas désagréable, enfin c'est pas des méchancetés. Donc il faut que j'accepte que pour beaucoup je suis le symbole de quelque chose, et en même temps de ne pas
me perdre en tant que symbole. Est-ce que ça vous arrive à l'inverse, qu'il y a toute une nouvelle génération peut-être, où il y a des jeunes qui ne vous connaissent pas du tout? Ah oui, il y a des tas de jeunes. Cet après-midi, il y a un jeune d'une trentaine, jeune, oui, pour moi, trentaine d'années, qui m'a agressé. C'est de ta faute si la France va mal. Je dis, ah bon, d'accord, très bien, pourquoi? Bah, toi, c'est toi qui as fait Macron. Grâce à toi, Macron est devenu président. Je dis, oh là, du calme, du calme. Mais il n'a pas voulu discuter. Quoi. Il savait quand même qui vous êtes. Il y a peut-être des gens qui n'ont même jamais entendu parler de Daniel Cohn-Bendit. Oui, oui, mais à l'école, quand même, il y a dans les petites, il y a des petits bouquins où j'ai 2, 3, une demi-page, une page. Donc, on est obligé à l'école d'apprendre qui je suis. Bon, vous êtes au programme. Voilà. Alors, on connaît les étiquettes, n'est-ce pas, qui vous collent à la peau. Paul Salmona vient de les rappeler. Daniel le rouge, le vert, l'européen, le juif. Alors, le rouge, là, il y a déjà une erreur totale. En Allemagne, il y avait Rudi Dutschke, le rouge, parce qu'il était vraiment un marxiste révolutionnaire rouge. Moi, c'était Danny le rouge pour une raison totalement contraire. C'est parce que j'avais les cheveux roux. Ouais. Pas pour idéologie politique, parce que politiquement, j'étais libertaire. J'étais à l'époque ce qu'on appelait noir et rouge. Donc, ne pensez pas à Danny le Rouge, à un trotskiste ou un maoïste. Non, non, j'étais le contraire de tout cela, mais j'avais les cheveux roux. En revanche, juif, on va y revenir. Juif, vous allez nous raconter, bon, c'est compliqué, mais vous l'êtes. Franco-allemand aussi. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de creuser un peu le soubassement de tout ça, d'en explorer l'antichambre biographique. Parce que sous les pavés, il n'y avait pas que la plage, il y avait aussi toute une histoire en fait qui vous précédait et dont vous étiez issu. C'est celle du début de la première moitié du XXe siècle et celle de vos parents, Erich Cohn-Bendit et Hertha David, qui quittent l'Allemagne pour la France dès 1933. Pourquoi si tôt? Mon père était avocat. Il était un avocat de gauche. Et en fait, il a quitté l'Allemagne pour des raisons politiques. Il était un avocat qui défendait du Secours Rouge, qui défendait des sociodémocrates, des communistes. Et après l'incendie du Reichstag, une connaissance nazie lui a dit « Erich, il vaut mieux que tu partes ». Et donc, il est parti le lendemain avec ma mère. Et il est parti, il est arrivé à Paris, donc en 1933, pour des raisons politiques, avant qu'il soit arrêté. Il travaillait avec un autre grand avocat, Lytton, qui lui a été arrêté et qui a fini, une dizaine d'années plus tard, mort en camp de concentration. Donc il était un peu rouge lui aussi, mais c'était un communiste un peu particulier. Parce qu'il était, en Allemagne, si vous connaissez un peu l'histoire, USPD, c'est-à-dire c'était un... En France, on dirait qu'il était entre le PS et les communistes. Il était anticommuniste et en même temps de gauche, quoi. Voilà. Votre frère Gabi, il avait une formule rigolote sur ça. Il disait que c'était l'extrême gauche de salon. Oui, parce que effectivement, c'était une réflexion théorique sur le communisme. Un peu en France, si on veut comparer, c'était un peu le PSU. C'était une tendance, disons, rocardienne. Je me suis demandé, parce que Cohn-Bendit, Cohn, bon, c'est Cohen, tout le monde le sait, mais Bendit, je me suis toujours demandé d'où ça vient. Ben, c'est très simple. Mon père était avocat, très jeune avocat à Berlin. Il devait y avoir environ 250 à 300 Cohn comme avocat. Et donc, sa mère lui a dit, tu sais, elle était née Bendit et ce nom allait disparaître. Et donc, elle lui a dit, bah, prends Bendit, tu t'appelleras Cohn-Bendit et comme ça, tu seras le seul. C'est ce qu'a fait mon père. Et donc, chaque fois que si quelqu'un vous dit « Oui, Cohn-Bendit, je suis un peu de la famille », c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une famille Cohn-Bendit, c'est la nôtre, il n'y en a pas d'autre. Donc Cohn, c'est une chose, Bendit, c'est une chose, mais Cohn-Bendit, ça, c'est certifié unique. Alors, je me suis un peu renseigné, parce qu'il y a un dictionnaire des noms juifs chez mes parents. J'ai regardé sur Bendit, ça vient de Bénédicte et donc de Baruch. Donc il y a doublement la dimension religieuse dans votre nom en fait.
Oui, mais oui, je sais que moi, je suis un des juifs les plus hauts, puisque Cohn, Voilà. vous devez être admiratif devant moi, et c'est moi qui vous impose tout ce que vous devez faire. Non, non, oui, mais vraiment, ça, vous pouvez chercher. Moi, tout cela ne me touche pas, ne m'a pas du tout touché. Votre... Il n'y a rien dans ma pensée, il n'y a rien de religieux. Votre mère était un petit peu... Votre père était anti-religieux, hein, il vous a pas fait circoncire, Il vous était racontez ça? religieux. Ah oui, mais ça, pas. Mon père n'a fait ni circoncire mon frère ni moi, pour une autre raison. Il a dit, vu les temps qui courent, je ne veux pas qu'on puisse reconnaître que tu es juif si tu ne veux pas l'être. Et c'est pour cela qu'il s'est opposé et que ma mère l'a accepté. Oui, ma mère, elle était plutôt sioniste que religieuse, mais elle aimait bien les blagues juifs, elle aimait bien les chansons, elle a été économe à l'école Maïmonide, ici, elle était très connue, et elle se sentait beaucoup plus juive, et d'ailleurs, je crois qu'après la guerre, elle aurait bien voulu faire son alia et aller en Israël. Mais pour mon père, il n'était pas question. Il disait non, vivre qu'avec des juifs, non, ça, c'est pas possible. Mais au niveau de la pratique juive à la maison, il n'y avait rien du tout, quoi. Rien, même pas Hanouka. Si, elle faisait Hanouka, mais surtout, pour ma mère, ce qui était horrible, c'est que je ne voulais rien savoir. Donc, à un moment, elle me dit, tu fais ta bar mitzvah. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, je vais essayer. Au bout d'une semaine, je dis, non, vraiment, ça m'emmerde. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et elle me dit, mais tu auras des cadeaux. Et je lui ai dit, mais de toute façon, je les aurai. Donc, j'ai pas besoin de faire. Bon, j'ai pas. Après, elle me dit, mais tu voudrais pas aller aux éclaireurs? Bon, alors j'étais à la Chaumière à Saïr, 15 jours. Et je suis revenu à la maison, je dis, mais pourquoi je dois me balader en uniforme? Tu peux m'expliquer pourquoi? Et donc, au bout de 15 jours, je suis parti et j'ai dit, je ne vais plus. Et j'ai été au CAP, Cercle Athlétique de Paris, jouer au foot. Justement, vous parlez d'uniforme. Il y a quelque chose qui caractérise aussi le communisme particulier de votre père. Non, pas communiste, déjà c'est faux. C'est faux. C'était un socialisme utopique. C'est plus beau joli que communisme. Communisme, c'est déjà repoussant, mais socialisme utopique, ça a quelque chose de... Oui, mais il est pas cachère, je trouve. Non, vous trouvez pas? Oui. Bon, ok. Enfin, de poétique, en tout cas. Oui, donc cachère. En tout cas, il n'est pas dans un parti comme ça. C'est pas des staliniens orthodoxes. Il y a déjà un peu quelque chose d'anti-autoritaire, ce qui va vous accompagner après, quoi, ce refus de l'autoritarisme. C'était peut-être déjà chez votre père quelque chose de... Oui, mais vous savez, ma relation avec mon père, c'est compliqué. Il a quitté Paris, j'avais 5 ans. Il a été en Allemagne. Il est retourné en Allemagne parce qu'il était dans son âme un avocat et qu'il voulait être avocat. Et donc, il est rentré, non pas à Berlin, parce que Berlin était une île au milieu de ton Allemagne de l'Est. Hein, et donc, il est allé à Francfort. D'ailleurs, c'est très drôle l'histoire, c'est qu'il est arrivé à Francfort. Il a été au Grand Hôtel Frankfurter Hof, qui avait été pendant la guerre. Elle avait été dans les années 20, ça avait été le centre de la révolution. Et puis, après en 35, 36, 37, je ne sais plus exactement, c'était le centre des SS. Et donc, il est arrivé à l'hôtel en 50, il est arrivé à l'accueil, il a dit, voilà, je m'appelle Cohn-Bendit, est-ce que maintenant vous acceptez les Juifs? Donc, c'est comme ça qu'il s'est installé à Francfort. Et donc, moi, on était quand même assez séparés. Mon père est mort très tôt, il est mort en 59. Il a eu des années compliquées à la fin. Votre père? Oui, il était très malade. Il avait un cancer généralisé, etc. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une influence directe de mon père sur moi. L'influence, l'ersatz de mon père, c'est mon frère. Mon frère qui avait 9 ans de plus que moi et qui... C'est grâce à lui que j'ai évité
toutes les bêtises, beaucoup de bêtises, pas toutes, ça n'existe pas, mais beaucoup de bêtises politiques, parce que à 17-18 ans, sartrien, après il était rentré au Parti communiste, là il est devenu l'opposition italienne, il s'est fait exclure du Parti communiste, il est allé chez les trotskistes, il s'est fait exclure des trotskistes, et puis voilà, et il a fini chez les libertaires. Et donc quand j'étais en âge de faire de la politique, à 17-18 ans, eh bien, par son parcours, ça m'a évité toutes les folies communistes, trotskistes qu'on ait pu faire à l'époque. C'est une figure un peu de mentor pour vous, Gabi. Oui, c'est quelqu'un qui a été, pour ma formation, disons, politique, très important. Alors, il y a une autre personne qui a peut-être eu une influence souterraine sur vous. Enfin, je me suis posé cette question. En tout cas, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'entourage de vos parents, c'est Hannah Arendt. Oui, d'abord, une personne qui a... Oui. On oublie, parce que c'est ma mère. Oui. Je veux dire, ma mère qui était une... Si après, disons, on en reparlera sur ma judéité, si quelqu'un quand même a réussi à me donner le sens de ce que pourrait être une identité juive non religieuse, c'est ma mère, et surtout sa manière de vivre. C'était une femme qui était d'une gentillesse incroyable, une femme qui était aimée de tous des enfants, par exemple de l'école Maïmonide. On l'appelait Tricotti, parce qu'elle tricotait des bonnets pour les jeunes qui, effectivement, ne venaient pas de bonnes familles, etc. Donc, si on veut, une grande partie peut-être la meilleure partie de mon caractère vient sûrement de ma mère. Oui, c'est quelque chose qui vous a imprégné, parce qu'en 68, en fait, vous n'étiez pas tellement un idéologue, un théoricien. Ce que vous racontez, c'est que si les journalistes se sont réunis autour de vous, si vous attiriez tellement les journalistes, c'est parce que vous aviez de la tchatch, vous étiez sympa, vous parliez à tout le monde, et vous étiez curieux de tout, et c'est peut-être ce caractère-là de votre mère. C'est-à-dire en fait... Alors après, on pourra discuter sur la politique, mais c'est ça. Ma mère aimait les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a impressionné, qui m'a fait, c'est-à-dire une empathie pour l'autre. Et elle vous envoyait en kibbutz d'ailleurs, votre mère? Ouais, elle m'a envoyé en kibbutz un été, 3 mois, où j'ai plus dragué que faire autre chose. Hein. Ça fait partie du kibbutz. Oui, d'accord, non mais je veux dire, je n'étais pas un kibbutznik. Hein, et d'ailleurs, je n'avais pas non plus là un uniforme, quoique c'était un kibbutz très yeke, à Shomer Tzaïr, à Zoréa, parce que c'était de lointains parents de ma mère. Alors, je voulais revenir à Hannah Arendt, puisqu'on a reçu ici même au hommage, il y a quelques mois, l'historienne Marina Touillez, qui a consacré un ouvrage remarquable à Hannah Arendt et la tribu d'Hannah Arendt en France. Durant les années parisiennes d'Hannah Arendt, il y avait Walter Benjamin, et il y avait les parents Cohn-Bendit. Et elle cite une lettre que Arendt a écrite à votre père en 1940. Non, pas à mon père, à moi. Non, ça, il y a 2 lettres. Ça, on va y revenir. Il y a 2 lettres. Ah bon, d'accord. On ne confond pas les lettres. La première lettre, c'est 1940 à votre père. Et elle dit « Aucun peuple d'Europe ne souffre aussi durement que nous, les Juifs. Notre seule chance, mais aussi la seule chance de tous les petits peuples, réside dans un nouveau système fédéral européen. » Vous n'êtes même pas encore né à ce moment-là, vous êtes né en 1945. Mais on réalise que la fibre européenne, le combat de votre vie, vient aussi peut-être de plus loin que vous. Oui, il y a eu un échange. Malheureusement, on ne connaît que la partie de Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt était quelqu'un, à chaque fois qu'elle écrivait, elle envoyait son double à la Library of New York. C'est-à-dire, ça, c'est des intellectuels qui savent que ça compte. Et on n'a pas les réponses de mon père, mais c'était un échange de mes parents de mon père, qui était avocat, sur les apatrides. Qu'est-ce que cela veut dire d'être apatride? Et en fait, de cela, elle s'est servie après dans son livre sur le totalitarisme.
Mais donc il y avait déjà cette idée européenne dans le cercle de vos parents, quoi. Et c'était une idée. Absolument, absolument. Il y avait cette idée qu'il fallait surmonter, mais c'était très abstrait. C'était cette idée en partant, qu'est-ce que peut faire une minorité comme la minorité juive ou d'autres minorités, et que ces minorités seraient toujours refusées par, disons, une idée nationale, parce qu'ils ne font pas partie de ce récit national, et que donc ce n'est que dans une Europe fédérale où ils pourraient s'intégrer, parce que cette Europe fédérale, cette Europe qui se fédéralise, est justement quelque chose où tous les nationalismes ne jouent plus les mêmes rôles. Alors vous avez évoqué cette deuxième lettre qu'elle vous a envoyée beaucoup plus tard, en juin 1968. Mein lieber Junge, mon cher garçon, j'ai longtemps réfléchi au moyen de te joindre sans que la police puisse venir y mettre son nez. J'aimerais seulement te dire 2 choses. La première est que je suis convaincu que tes parents, surtout ton père, seraient très contents de toi s'ils étaient encore en vie. La seconde, c'est qu'au cas où tu aurais des ennuis et peut-être besoin d'argent, tu nous trouveras toujours pour t'aider dans la mesure de nos possibilités. Bonne chance et continue de faire aussi bien. C'est émouvant, hein, moi je trouve. Très. Et cette lettre, en fait, elle l'a envoyée à Susan Sontag, qui était à Paris en 68, et en lui disant, si tu vois Danny, donne-lui cette lettre. Et Susan Sontag ne m'a pas vu, ne m'a peut-être pas cherché, j'en sais rien. Et en fait, j'ai découvert cette lettre 30 ans après, 35 ans après, dans la biographie de Young-Brühl. Young-Brühl écrit une biographie d'Hannah Arendt, et c'est là que je découvre cette lettre, que je ne connaissais pas. Et au début des années 90, je crois que c'est 92, je ne sais plus exactement, j'ai reçu le prix Hannah Arendt de la ville de Brême. Et ce prix avait une dotation à l'époque de 8000 Deutschmark. Et en recevant le prix, j'ai fini mon intervention en disant « Hannah, ton argent vient d'arriver ». Alors, il y a une autre figure qui a... Mais sur oui. En fait, moi-même, j'ai revu que 2 fois Hannah Arendt. Une fois, c'était... donc, mon père venait de mourir, donc on est en 59. Elle était à Francfort. Elle a rendu visite à ma mère. Là, je l'ai rencontrée. Enfin, je l'ai vue 1 heure. Elle a discuté avec ma mère. Et puis, je l'ai revue 6-7 ans après, au procès d'Auschwitz à Francfort. Et elle sortait du procès, et moi aussi. Elle me regarde, je la regarde, et elle dit Danny, je lui dis Hannah. Et les journalistes autour d'elle disaient qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui est ce petit rouquin, etc. Et on a discuté 1/4 d'heure comme ça, et je lui ai dit, je me rappelle très bien, j'étais très troublé par la façon dont les avocats de la défense, mais aussi le procureur, interrogeaient les témoins. Donc c'était des témoins qui avaient été à Auschwitz, et il fallait qu'ils expliquent exactement la personne qu'ils avaient eue, c'était vraiment cette personne, est-ce qu'à quel jour, à quelle heure, etc. Ce qui me paraissait aberrant. C'était vraiment, ça m'a rendu malade. Et Hannah a dit, c'est tout le prix à payer si on veut qu'il y ait justice. C'est intolérable et en même temps, c'est peut-être nécessaire. Qu'il y ait une justice pour qu'on ne dise pas on condamne n'importe qui, n'importe comment. Mais c'était cette discussion qu'on a eue à cette époque. Vous avez lu Hannah Arendt beaucoup J'ai lu beaucoup plus tard Hannah Arendt. Et j'ai lu beaucoup plus tard parce qu'il faut savoir que maintenant tout le monde, ça doit être la personne la plus citée en ce moment, un peu à toutes les sauces, Et tout le monde trouve une citation de Hannah Arendt. Alors, sur le conflit israélo-palestinien sur Israël, vous avez tas de citations de Hannah Arendt dans tous les sens. Et
et je crois que ce qu'on sous-estime, ce qu'on ne comprend pas chez elle, c'est qu'elle développait des positions en partant d'une actualité, d'une réalité. Elle n'était pas, c'était pas pour terminer avec une idéologie toute faite, mais elle commentait en fait l'actualité. Et c'est pour cela, par exemple, aussi bien en France qu'en Allemagne, que dans les années 60, Hannah Arendt était considérée comme quelqu'un de droite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait osé comparer le stalinisme et le nazisme dans les origines du totalitarisme. Alors, comme personne ne l'avait lu, la plupart qui l'a critiqué ne l'avaient lu, tout le monde disait non mais ça, c'est pas possible, le pire c'est le nazisme, c'est pas ça qui l'intéressait. Elle essayait de comprendre les structures et les origines des totalitarismes. Le mécanisme. Ouais. Et le mécanisme, exactement. Et donc pour beaucoup de la gauche bien pensante pro-communiste, d'oser comparer la barbarie stalinienne avec la barbarie nazie, c'était un crime de lèse-majesté. Et donc des grands penseurs comme Sartre et tout ça ne pouvaient imaginer qu'on fasse des choses pareilles. Vous avez cité le procès d'Auschwitz là, à l'instant. On parlait de la Shoah, on parlait d'Auschwitz chez vos parents ? Non. C'est comme dans toutes les familles juives, d'ailleurs, pas seulement juifs, même les familles nazies, mais les parents ne revenaient pas là-dessus. Enfin, mes parents n'étaient pas en camp, mais si on lit le livre de Marina, j'ai appris des tas de choses, comment mon père a été traité. J'ai appris de ce qu'était la France en 1939. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des juifs qui se disent, eh bien, on peut voter Marine Le Pen. Ben moi, je vais vous dire, l'histoire de l'extrême droite, regardez ce qui s'est passé en 1939. Mes parents, mon père, des Espagnols venant de la République, enfin qui avaient émigré après la défaite contre Franco, ont été arrêtés parce que le gouvernement français de l'époque, Daladier, se disait que génétiquement, si vous êtes allemand, même si vous êtes juif ou que vous êtes opposant, en fin de compte, vous pouvez vous lier à la Wehrmacht contre la France. Et donc, ce qu'écrit Marina, c'est pas un camp, mais mon père avait la double peine. Il était juif et il était politique. Et il a fait de camp en camp plusieurs camps d'internement, 6 je crois, si je me rappelle bien, et il a fini quelque part aux côtés de Brest. Il est rentré à pied après de Brest à Montauban, où étaient ma mère et mon frère. Et pourquoi ce livre est important ? Parce qu'elle raconte un peu ce qu'était la France en 1939, qui préfigurait exactement ce qu'était la France de Pétain. Vous vous souvenez, vous, comment vous avez découvert, par conséquent, la Shoah, les camps, puisque vos parents n'en parlaient pas ? Oui, bon, mais ça, j'ai pas dit qu'ils n'en parlaient pas du tout. J'ai dit, mais surtout, ils ne parlaient pas de leur vie. Si, on parlait des camps de la Shoah, exactement, mais leur vie, ce qui avait été leur vie. Enfin, mon frère, tout à l'heure, qui est-ce qui a parlé de Moissac ? C'est toi ? Oui. Mon frère était à Moissac. Mon frère était dans une famille française. Il avait changé de nom. Il avait donc 6 ans, 7 ans. Et mes parents l'avaient mis là. Et mes parents se cachaient dans les alentours et justement aidaient Moissac, les éclaireurs de Moissac, à cacher. Et Moissac a été une ville extraordinaire. Il y avait environ 500 jeunes qui ont été cachés à Moissac et que toute la ville savait, connaissait. Donc c'était une ville juste. Aujourd'hui, elle est aux mains du Rassemblement national. Ça, c'est l'histoire de France. Et donc, il y avait un sentiment de ce qu'était
la persécution des Juifs, mais il y avait pas, mes parents ne racontaient pas ce qui leur était passé, ce qui leur était arrivé à eux. Et j'ai des amis dont les parents même avaient été, ou le père ou la mère, en camp de concentration, c'était la même chose. Les parents ne racontaient pas cela pour ne pas faire peur. Enfin, il y a plusieurs explications à cela. En tout cas, vous aviez suffisamment de connaissances pour avoir comme modèle Marek Edelman. C'est l'un des fondateurs dans le ghetto de Varsovie de l'organisation juive de combat. Il y avait une identification à lui. Il représentait quoi pour vous? Marek, en tant que... À partir du moment où vous comprenez que vous êtes juif, il y a pour un jeune homme un problème. C'est comment résister, qui a résisté, qui n'a pas résisté, sans vouloir condamner qui n'a pas résisté, mais c'est très difficile, enfin non, c'est pas difficile, c'est une chose de s'identifier aux victimes. Vous êtes lié à ces victimes, à ce peuple qui a fini dans les camps de concentration, qui a été anéanti dans les pogroms, etc. Mais ce n'est pas une identification positive, c'est une identification du mal, dans le malheur, où je me dis, j'aurais pu, né avant, faire partie de ces enfants. Je dis toujours, quand je vois le jeune homme qui sort du ghetto de Varsovie, je crois que c'est le ghetto de Varsovie, on ne sait pas très bien, entouré de 2 soldats de la Verne, les mains levées, ça aurait pu être moi si j'avais été né en 32 ou 33, etc. C'est ça qui fait mon identité juive à la fin, pour raccourcir un peu le tout. C'est cette identification par le fait que je ne peux pas m'extraire de l'histoire. Mais j'ai quand même besoin d'avoir une identification positive. Alors théoriquement, il y a quelqu'un après, plus tard comme Hannah Arendt, et pratiquement Marek Edelman qui était un jeune homme qui, en tant qu'enfant, ne parlait que yiddish. Il a appris le polonais dans le ghetto de Varsovie. Il faisait partie, disons, à 16-17 ans, des groupes de combat, de protection contre les antisémites en Pologne. Et donc Marek, dans le ghetto de Varsovie, a organisé très tôt, à 18-19 ans, la résistance. Et quand ils ont compris que, en fait, le Judenrat se trompait que d'organiser les départs, c'était d'organiser les départs vers les camps de la mort. Et donc, ils ont dit, quitte à mourir, eh bien, on va emporter le plus de nazis possible. Et donc, Marek Edelman était pour moi un héros positif de la résistance contre l'anéantissement. Et puis, partant de là, puisque je l'ai connu, j'ai compris son histoire plus tard, Marek Edelman, après, en 1945, après avoir participé, il a pu fuir au dernier moment au ghetto de Varsovie, après avoir participé à la libération de Varsovie et de la Pologne, il n'a pas quitté la Pologne. Il n'est pas allé en Israël. Il a dit, je ne vais pas laisser ma Pologne aux antisémites. Et donc, il est resté avec 2-3 000 juifs en Pologne. Il est devenu chirurgien, un chirurgien très reconnu. Puis en 1968, quand il y a eu ces pogroms contre les juifs à la première révolte, il était dans un groupe avec Adam Michnik, Kouron, Mozalewski, etc. Et il a été un peu dans ces groupes d'intellectuels qui ont aidé et permis, disons, l'émanation de Solidarność. Et Marek, après, je ne vais pas vous faire, c'est vraiment l'homme, il a toujours été du bon côté. Vous l'avez rencontré, lui? Je l'ai rencontré à Varsovie. Oui. Ça a dû être un moment oui, important. C'est très impressionnant. Il était très impressionnant. Il y a d'ailleurs une petite place Marek Edelman à Paris. Oui, à Belleville. Oui. Et beaucoup plus tard, il y a 2 événements qui m'ont marqué de Marek. Un événement, c'est
à un moment, c'était une révolte palestinienne en Israël. Il a fait une lettre ouverte aux Israéliens et aux Palestiniens. Et cette lettre ouverte, elle est publiée au New York Times et après dans Le Monde. Et dans cette lettre, il dit aux Israéliens, vous devez reconnaître le droit des Palestiniens de se battre pour leur État comme vous vous êtes battus pour votre État. Ils ont le droit. Et aux Palestiniens, ils ont dit, nous, dans le ghetto de Varsovie, nous n'avons jamais attaqué les femmes ou les enfants des nazis. Donc, il s'est exprimé contre le terrorisme. Et je crois que donc c'est cette force-là qui m'a ébloui. Et plus tard, il est intervenu, il a été en Bosnie, il a été à Sarajevo, il a vu ce qui se passait et il a été voir Clinton et dit vous devez intervenir pour arrêter la barbarie. Il a été une des personnes qui a vraiment essayé et à la fin réussi, après Jacques Chirac qui est intervenu, qu'il y ait une intervention militaire pour arrêter cette barbarie qui avait lieu en Bosnie. Donc, je veux dire, Marek Edelman, c'est pour moi l'idéal d'une identité politique, disons, qui cherche toujours à être du côté du bien, sans en faire une idéologie barbare contre les autres. Justement, vous parlez de violence, de terrorisme, et vous dites aussi, vous auriez pu être cet enfant dans le ghetto de Kovno. Moi, je me suis dit, en préparant cet entretien, que vous auriez pu aussi devenir quelqu'un comme Pierre Goldman, par exemple. Or, ce qui caractérise votre action en 68, c'est le refus de la violence. Et ça transparaît notamment dans la photo mondialement connue où vous grimacez là, au visage d'un CRS. Il y a cette insurrection espiègle, insolente, c'est la chutzpah aussi, hein, mais non violente. Ça, c'était là depuis le début. Est-ce que c'était pensé ? Il y a un livre que tout le monde devrait lire, qui est très intéressant, d'Alain Finkielkraut, Le Juif imaginaire, où il essaye il raconte, donc, il y a Pierre, il y a moi, il y a... Oui, Alain, non, c'est lui, c'est son livre. Bon, bref, où il essaye d'expliquer en quoi, justement, quelqu'un comme Pierre s'imaginait, Pierre Goldman s'imaginait dans la continuation de cette révolte, disons, des Juifs contre le nazisme. Et il en a fait toute une idéologie, plus il était tiers-mondiste et tout ça. Donc, c'est vrai que nos vies, et que, c'est vrai, il était fasciné par la violence. Il était fasciné par la capacité d'agir, Pierre, et donc nous avons toujours été très différents. Mais pourquoi vous n'étiez pas habité par cette fureur, vous étiez aussi enfant de survivants, enfin... Est-ce que c'était conscient, ça ? Est-ce que c'était un choix de la non-violence ? Parce que mai 68, ça aurait pu déraper aussi dans le... Oh, ça, il y a eu... mais ça veut rien dire conscient. Moi, à partir du moment où où je suis ludique, j'aime la vie, la violence n'est pas quelque chose qui est fascinant, parce que ça oblige à une conception de la lutte et de la vie qui est contraire à mes envies. Donc, je ne peux pas dire que c'était d'abord théorisé, ça ne me plaisait pas, ça ne me faisait pas plaisir. À l'époque, j'aurais dit, ça ne me faisait pas bander. Hein, voilà. Et donc, c'est pour cela que toutes ces organisations militarisées, communistes, trotskistes, etc., je ne dis pas qu'elles me faisaient peur, mais j'ai trouvé ça toujours ridicule. Je trouvais ça toujours assez ridicule. Donc voilà, c'est le hasard des choses. Alors évidemment, quelqu'un m'a dit à un moment, oui, mais c'est un peu facile, Dany, parce que d'accord,
vous connaissez la blague. Les trotskistes et les maoïstes, quand ils se rencontraient clandestinement ensemble, ils parlaient yiddish. Parce que les directions. Mais alors il me dit, ouais, mais c'est facile, Dany. Toi, t'as atterri avec les Anars, où il y avait quand même pas mal d'antisémites. Ce qui est vrai, il y a toute une tradition Anars, antisémite, Proudhon, etc. Je dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai mis du temps à comprendre d'ailleurs toute cette tradition qui existait chez les Anars et chez les libertaires. Alors, la violence, ça ne vous faisait pas bander, comme vous dites, mais l'insolence, oui. La provocation, oui. Oui, enfin, la provocation, j'ai l'impression toujours qu'on prend pour provocation quelque chose quand on dit une certaine vérité. Une certaine vérité qu'on n'attend pas à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'après, disons, dans certaines phases de ma vie, j'ai eu ce besoin de provoquer le bourgeois. Je dis pas que c'était maladif, mais comme ça faisait partie absolument de mon identité, que j'étais reconnu comme cela, je voulais peut-être démontrer que j'étais vraiment ce provocateur insolent que l'on cherchait. Et donc, j'ai eu après des écrits absolument débiles, etc., qui étaient dans cette tradition-là. Alors, il y a la photo avec le CRS. Évidemment, il y a le slogan aussi. Nous sommes tous des juifs allemands. On va passer après au signifiant juif. Avant, je voulais passer un moment sur français et allemand, puisque vous avez passé votre vie balancée entre les deux pays, entre les deux langues. Vos parents, ils vous parlaient en quelle langue ? Ma mère, quand on était en France, en français, ma mère, mon père n'était pas là, et mon frère en français, et quand j'étais en Allemagne, en allemand. Donc je suis le plus français des Allemands et le plus allemand des Français. Vous diriez que vous habitez dans quelle langue ? Les deux. Vous parlez en quelle langue, par exemple ? Les deux, ou en italien si c'est nécessaire. Pourquoi en italien ? Parce que j'allais beaucoup en Italie et que ça me plaisait. Non, je suis chez moi, en tout cas, aussi bien en français qu'en allemand. Vous êtes complètement bilingue, quoi. Je suis complètement bilingue et j'écris aussi mal en français qu'en allemand. Vous avez fait une psychanalyse ? Non. Non. Si vous faisiez une psychanalyse, ça serait, non. Si je Ce faisais serait intéressant au niveau de la langue. Oui, ça serait intéressant, mais pour l'instant, je trouve que ça va et que il y a des gens peut-être qui ont plus besoin de psychanalyse que moi. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé. Je suis pas contre les psychanalyses, mais non, j'ai pas fait de psychanalyse. Et c'est vrai que quand on demande, c'est Amin Malouf qui écrit. Non, c'est pas Malouf, je sais plus qui écrit à un moment, mais qu'est-ce que tu es, etc. Bref, on dit, mais on est comme on rêve. Mais moi, je rêve quand je suis en France en français, ou peut-être en Allemagne en allemand, et quand même je suis aux États-Unis, peut-être en anglais. Enfin, je peux pas dire qu'il y a une surdétermination linguistique chez moi qui structure mon caractère et ma pensée. Et votre fils, vos petits-enfants, vous leur parlez en quelle langue ? En allemand. Parce que vous habitez là-bas ? Parce que j'habite à Francfort. Ouais. Alors, mon petit-fils qui a 5 ans et demi, enfin on en a 2 autres, un autre fils de ma femme du premier mariage, qui est à Berlin, et le petit-fils à Francfort, il joue au foot, au Maccabi. Et c'est marrant parce que Maccabi, donc entité sportive juive, sur les 15 mômes qui sont dans son équipe, il n'y a que 2 juifs. Donc, je veux dire, mais voilà. Donc ça ne parle pas yiddish au Maccabi pas du tout, pas du tout, non. L'hébreu, vous n'avez jamais appris ça, hein ? Anilo Medaber Ivrit. Mais alors vous dites que depuis le 7 octobre, vous n'avez même plus besoin des antisémites pour vous sentir juif. Non, ça je le dis avant. Ah oui, parce que autant pour moi, parce que vous avez commencé, vous avez écrit ce livre avant. Oui, je le dis avant. Et la vraie citation, c'est depuis un certain temps, je n'ai même plus besoin des antisémites pour me sentir juif.
en fait, c'est le débat, le dialogue que j'ai dans le film que j'ai fait, Nous sommes tous des juifs allemands, avec mon frère, où mon frère me dit, je ne suis pas juif. Je ne veux pas être assigné à identité. Et il dit même dans le film, quand j'étais trotskiste, c'est moi qui ai choisi d'être trotskiste et de dire des conneries. Et quand j'ai dit je ne suis plus trotskiste, plus personne me disait si t'es trotskiste. Et c'est la même chose pour lui. Je ne suis pas juif, je ne veux pas, je suis ce que je suis. Et je lui dis c'est trop simple. Et en fait, depuis donc quelques années avant ce film, donc disons une dizaine d'années maintenant, j'avais une réflexion d'ailleurs provoquée par ma femme qui n'est toujours pas juive, qui n'est pas juive, et quand on discutait des non, mais j'ai pas d'identité juive, elle me dit comment tu n'as pas d'identité juive? À partir du moment où tu vois un nazi et un enfant, tu pleures. N'importe quel navet de film, je pleure. Elle me dit donc il y a quelque chose quand même, c'est pas si simple ton histoire. Et en fait, c'est vrai. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Je suis juif par identification à ce qui est arrivé aux juifs. Et que je trouve impossible de m'extraire de cette histoire, de me désolidariser de cette histoire. Donc c'est ça mon identité juive. C'est pour ça que dans ce film, quand je fais un voyage, j'ai fait un voyage en Israël aussi. D'abord, il y a Talila ici, je discute dans ce film avec Talila, qui me raconte qu'en 67, 68, dans le RER qui nous amenait à Nanterre, je parlais de ma famille juive. J'avais complètement zappé cela. Ça n'existait pas. Et donc, en Israël, j'ai été discuter avec tout le monde. Et ce qui était évident pour moi, c'est que je comprends que des gens voulaient aller en Israël en 1945. D'ailleurs, ma mère voulait y aller. Je comprends qu'après tout ce qui s'est passé, après le refus du monde entier, conférence d'Évian 1938, où personne ne voulait accueillir les Juifs, etc., que beaucoup de Juifs ont dit « Si nous voulons nous sauver, nous devons nous défendre nous-mêmes, donc nous avons besoin d'un État. » C'est tout à fait compréhensible. Et toutes ces histoires, Ouganda, Madagascar, c'est du bidon tout ça. Ce qui a relié ceux qui voulaient un État, c'est la mystique, j'appelle ça, de la Bible. Pour moi, la Bible, c'est un conte de fées, mais ça plaît à beaucoup de monde, et pourquoi pas, hein. Mais ça a été, si on veut, le noyau d'explication pourquoi ces Juifs qui voulaient un État, qui avait déjà commencé après les pogroms au début du XXe siècle, eh bien, voulaient aller en Israël. Donc ça, je le comprenais. Et en même temps, de tous mes voyages en Israël, j'étais absolument effaré de ce qui se passait avec les Palestiniens. C'est-à-dire que, autant je comprends pourquoi les Juifs veulent un État, je ne comprends pas comment, de plus en plus, il y ait cet aveuglement de ne pas vouloir voir les Palestiniens. Et c'était pour moi, je peux vous raconter des histoires. Je ne sais pas si vous avez été à Hébron, si vous avez vu ce qu'est Hébron. Hébron, la vieille ville, il y a une yeshiva et des colons, disons 200, 300. Et je voulais aller les voir, discuter dans un des voyages, avec d'ailleurs quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez, hein, c'est Ofer Bronstein, qui est avec Macron, qui a poussé Macron. Alors, on est pour, on est contre. Moi, je suis pour, je suis d'accord, mais sur la reconnaissance de l'État palestinien. Et on a été voir donc ces colons. Et j'ai demandé, est-ce que je peux discuter avec quelqu'un? Et arrive vers moi un John Wayne, un type se balançant avec un revolver comme ça, comme John Wayne.
Et on discute. D'abord, il nous a montré la Torah de Hébron, etc. Très touchant. Et après, on discute. Et je lui dis, mais et les Palestiniens? Il dit, ça m'est égal. Je lui dis, comment ça? Mais ils habitent là. Oui, mais à un moment, Israël va pas, vous n'allez pas pouvoir continuer à être là. Et il me dit, si, c'est très simple. À chaque fois qu'on nous remet en question que nous sommes à Hébron, nous disons à la société israélienne, si demain on est chassé de Hébron, vous serez chassé de Haïfa, vous serez chassé de Jérusalem, ou vous serez chassé de Tel Aviv. Et je lui dis, mais les Palestiniens, eh ben c'est très simple, donnez-leur Madagascar ou l'Ouganda. Et je n'ai rarement vu ce manque d'empathie, d'humanisme envers l'autre. Il y a un certain nombre de juifs aujourd'hui qui vous diraient que vous êtes un gauchiste angélique, que vous ignorez que ces gens-là, ils veulent chasser les juifs de la terre, from the river to the sea. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds from the river to the sea. Dans l'accord gouvernemental entre Netanyahou, le Likoud, et Ben Gvir et Smolnich, ligne 3 de l'accord, from the sea to the river is Jewish. Donc c'est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir. Et c'est vrai que des Palestiniens, que le Hamas veut chasser les Juifs. C'est vrai que le 7 octobre a été un pogrom non seulement inimaginable, mais terrible. C'était la volonté de détruire, c'était la volonté d'assassiner, de persécuter, de violer, etc. Donc, à tous ceux qui, le 8 octobre, le 9 octobre, disaient « oui, mais », ça c'est le plus terrible, ce « mais », comme s'il y avait une petite explication à ce qui s'est fait le 7 octobre. Et donc, je dis à chaque fois que quelqu'un dit « oui, mais », je sors mon revolver dans ma tête et je tire. Mais qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire alors? Parce que vous... Non, attendez, moi Vous désapprouvez... Non, après, on arrive. Ouais. La même, on y arrive. On y arrive. Donc, pour moi, alors, je vous raconte ça parce que j'étais à Hébron pour vous comprendre les contradictions. Et puis après avoir visité les colons, j'ai été voir des militants du Fatah qui avaient un centre culturel. Des gens sympas qui défendaient les deux États, l'idée des deux États. Alors on discutait, Ofer discutait, on était plusieurs. Et moi, comme je suis curieux, je regardais la bibliothèque. Et puis je sors un livre scolaire. Et sur ce livre scolaire, il y a une carte de la Palestine. Il n'y a pas Israël. Et donc, je lui dis, non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tu dois comprendre. Mais non, je ne comprends pas. Je comprends, tu ne peux pas dire tu es pour deux États et l'autre État n'existe pas. Et puis après, j'ai vu que d'ailleurs, ce livre était en partie payé par l'Union européenne. Donc, oui, on est dans ces pleines contradictions, mais donc, je ne nie pas qu'il y ait les Palestiniens, des Palestiniens, que la majorité pense ceci ou cela. Oui, c'est comme ça. Mais s'ils n'ont pas de perspective, il n'y a pas de perspective de paix pour Israël. Il n'y a pas. Parce que c'est pas moi simplement qui le dis. Dans mon film, il y a Ami Ayalon. Ami Ayalon était chef du Shin Bet. Donc moi, je suis un crétin, un idiot, militairement. Lui, il a une balle à 1 millimètre du cœur. Il a risqué, mais des dizaines de fois, sa vie pour Israël. Et il me dit, mais Dany, dans ce film, si on continue comme ça avec les Palestiniens, nous n'aurons pas la paix. Nous n'y arriverons pas. Donc il a fait des tas de tentatives, etc. Et ce qui est, si on veut, terrible, c'est que des deux côtés, on a l'impression des fois d'un monde de fous. Ben Gvir et Smolnich, ministres aujourd'hui, fêtent chaque année l'assassinat de Rabin. Fêtent chaque année l'assassinat de Rabin. Ça va être les 30 ans, là, d'ailleurs.
Oui. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise oui, mais il faut comprendre. Il faut comprendre quoi? La perspective de paix n'a pas été assassinée par les Palestiniens. On peut penser ce qu'on veut d'Arafat, c'est un menteur, sûrement que c'est un menteur, c'est ceci ou cela, mais ça a évolué. La perspective de paix a été assassinée par l'extrême droite fasciste israélienne. Et cette extrême droite fasciste israélienne est au pouvoir aujourd'hui en Israël. Les choses sont comme ça. Les choses sont comme ça. Je voulais pas transformer cette conversation en meeting. Non, mais ce qui est intéressant, en tout cas du point de vue personnel, c'est que le 7 octobre chez vous, ça vous a renforcé dans cette conviction. Il y a beaucoup de gens qui, après le 7 octobre, ont dit bon, moi j'arrête avec les idées de la paix, les deux États et tout. C'est trop violent ce qui s'est passé. Ça m'a renforcé dans le désespoir d'abord. Ça m'a renforcé dans le désespoir. Parce qu'il est évident que si qu'Israël, l'État israélien, ne peut pas accepter que l'État palestinien soit l'Iran à 50 cm de ses frontières. C'est évident. C'est-à-dire que si la perspective palestinienne, c'est l'Iran, et le modèle d'État, d'ailleurs, du Hamas, c'est l'Iran. Et d'ailleurs, le Hamas, c'est quelqu'un qui m'a raconté, c'est Ofer qui me l'a raconté. Le Hamas, le 7 octobre, est entré en Israël, non pas avec le drapeau palestinien, mais avec le drapeau vert de l'islamisme. Donc, pour eux, l'État palestinien ne les intéresse pas. C'est autre chose. Ils sont messianiques. Et d'un autre côté, il y a en Israël aussi une vision messianique du grand Israël. Mais alors, et c'est ça le grand problème. Alors que faire? Que faire? D'abord comprendre. Comprendre d'abord. Comprendre exactement ce que disent les uns et les autres, ce que font les uns et les autres. Et donc, tout le monde me dit, Dany, 2 États, c'est irréaliste. Très bien. Un État est tout autant irréaliste. Pourquoi? Les Juifs en Israël, les Israéliens, veulent un État où ils ont la majorité. C'est la leçon de l'histoire. Donc ils ne veulent pas partager ou être en minorité. Si c'est pour être en minorité, ils peuvent venir en Europe. Donc, et les Palestiniens veulent un État où ils ont la majorité. Donc à partir de là, qu'on le veuille ou non, la perspective, c'est 2 États. C'est irréaliste, peut-être. Mais la paix dans ces conditions est tout aussi irréaliste. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, moi je crois qu'il y a des moments historiques comme ça où les choses bougent. Et moi je vous donne 2 exemples. Le plus simple, c'est franchement, le plan de Trump. Qui aurait cru que ce débile mental, non mais vraiment, hein, quand vous l'entendez parler, tout d'un coup réussit, malheureusement il ne le fait pas pour l'Ukraine, on peut l'expliquer aussi, mais réussit quelque chose qui a arrêté le massacre. Au moins il a arrêté, les derniers otages ont été libérés, pour l'instant les bombardements s'arrêtent, plus ou moins, donc on a un petit espoir. Je ne sais pas comment ça va continuer. Mais dans ces moments terribles où on dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, eh bien je reviens à moi. Je suis né en 1945. J'ai été conçu par mes parents après le débarquement en Normandie. C'est pour ça que quand les pacifistes disent, les pacifistes allemands, il n'y a jamais eu quelque chose de positif à faire une intervention militaire, je dis objection, voilà. Hein? Donc, et je dis, c'est comme ça que je fonctionne. Je m'imagine, donc le 4 avril 1945, je suis né, que tout de suite je parle à mes parents et je dis, dans 30 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de soldats. Et mes parents disent, on a un problème. Ils parlent trop tôt et disent n'importe quoi. C'est-à-dire que, pour moi, l'exemple, avec toutes les difficultés,
de ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne est un exemple qu'on peut surmonter toutes les haines. Et franchement, la haine des Français après Oradour, après tout ce qu'ont fait les nazis, la Wehrmacht en France, était incommensurable. Elle était, et puis il y a eu des De Gaulle, Adenauer, Mitterrand, Giscard, Mitterrand et Kohl, etc., le main dans la main à Verdun. Eh bien, ce sont des images qui montrent que l'impossible est possible. Et que si, donc, pour moi, je dis, Rabin a existé, il a été assassiné. Mais je ne sais pas qui demain. J'avais dans mon bureau, dans mon bureau au Parlement européen, c'était, on était 88, 89, un homme, un Palestinien, qui est venu avec un groupe de Palestiniens. On avait organisé une rencontre de Palestiniens et d'Israéliens au Parlement européen. Et dans mon bureau, il y avait un homme. Il s'appelle Marwan Barghouti. Marwan Barghouti qui est en tôle. Marwan Barghouti croyait là, il brûlait pour la solution de 2 États. Il a été déçu, il a versé dans le terrorisme. Je ne dis pas du tout que c'est un enfant de cœur. Mais je me suis dit, Mandela non plus n'était pas un enfant de cœur. Mandela, quand il a été condamné à 30 ans, a été condamné pour terrorisme. Justifié ou pas, l'apartheid et ça, on peut le discuter, mais c'est pas ça. Et il a évolué. Je ne sais pas quelle est la pensée de Marwan aujourd'hui en prison, depuis 20 ou 30 ans qu'il est en prison. Mais je dis, et partout, et quand on voit ce qu'a fait le ministre de la Justice, qui a été l'offensé, l'humilié dans sa prison il y a quelques semaines, je dis, Marwan Barghouti est peut-être celui qui peut donner une autre perspective, être une autre perspective aux Palestiniens qui n'est pas celle du Hamas. Il faudrait essayer, il faudrait tenter. Je ne dis pas, j'en suis sûr, je n'en sais rien. J'ai voulu le rencontrer, j'ai fait des demandes, je voulais aller le voir en prison, j'ai vu sa femme, je n'ai pas eu le droit. Mais je dis qu'il doit y avoir, il y a des Palestiniens qui pensent autrement. Il y avait le recteur de l'université palestinienne, il y a eu plusieurs tentatives. Donc, je dis, la solution, elle passe par des femmes et des hommes dont je ne peux pas vous dire les noms aujourd'hui, à part Marwan Barghouti. Mais je crois, et la même chose en Israël. Chose en Israël. Il y a des gens fantastiques en Israël. Vous connaissez la chanteuse Noah ? Noah, elle est toutes les semaines, elle va à la frontière de Gaza, elle essaye de prendre contact, ils essayent. Et je veux dire, tant qu'il y a cet espoir, même s'il est petit, même s'il est minoritaire, dans la société israélienne, et qu'il y ait aussi, qu'on les retrouve, ceux qui pensent comme cela dans la société palestinienne, eh bien, on peut y arriver. Donc, je ne dis pas on va y arriver, je n'en suis pas sûr, mais c'est pour moi la seule solution qui donnera et aux Israéliens et aux Palestiniens une perspective de vie qu'ils n'ont pas en ce moment de vie tranquille. Voilà, c'est tout. Et maintenant, vous pouvez dire, je suis angélique, ouais, et alors vaut mieux être angélique que con, non ? Je ne sais pas, moi, ou terroriste ou d'extrême droite. Non, ben voilà. En ce qui concerne, pour revenir à vous, justement, parce que vous êtes plus travaillé par le fait juif depuis quelques années, en ce qui concerne la haine envers les juifs, quelle compréhension vous avez de ça ? Il y a Hannah Arendt écrit à un moment, il n'y a peut-être que sur la Lune qu'on sera protégé de l'antisémitisme. Depuis Musk, même plus sur la Lune. Donc, oui, il y a l'antisémitisme est là. Il y a une haine des Juifs, oui. Mais pourquoi les gens détestent tellement les Juifs ? Pourquoi les gens sont racistes ? Je vous pose la question. Hein. Mais pourquoi Parce que il y a toute l'histoire, les histoires des peuples, les histoires des nations, c'est de privilégier son identité contre les autres. C'est ça.
Et c'est pour cela que Hannah Arendt, déjà, quand elle parle apatride, elle dit, voilà, il faut sortir de ce cercle vicieux qui est moi contre les autres. Et donc, et puis, c'est vrai que il y a 14 millions de juifs au monde, dont la moitié en Israël. Mais un seul Cohn-Bendit. Oui, ça, de toute façon. Ça, on a dit. De toute façon. Et c'est vrai que ces juifs qui ne se sont pas pliés à la religion dominante, ces juifs qui ont, par leur vécu, par exemple, aux États-Unis, en 68, quand les jeunes blancs ont été dans le sud des États-Unis pour essayer d'aider les blacks à s'inscrire sur les listes électorales, au CORE, Mouvement pour l'égalité raciale, etc., 30 à 40% de ces jeunes étaient des jeunes juifs, alors qu'il n'y a pas 30 à 40% de juifs aux États-Unis. Donc, c'est un peuple, ce sont des gens qui, parce qu'ils ont toujours été en minorité, peuvent avoir une autre empathie pour d'autres minorités. Mais pourquoi je dis peuvent ? Parce que pour moi, vraiment l'horreur, le plus terrible, c'est quoi ? Qu'aujourd'hui, de voir en Israël que des juifs peuvent être des fascistes, comme des fascistes partout dans le monde. C'est pour moi insupportable. Toute notre histoire, l'histoire des juifs, là je dis notre histoire, était une histoire justement qui devait se protéger contre ça. Et le messianisme d'une partie de la société ou de l'extrême droite israélienne, ce messianisme, c'est de vider les Palestiniens et donc d'une épuration ethnique. Tout à l'heure, vous disiez, pour vous, la Bible, c'est un conte de fées. Effectivement, le messianisme se nourrit aussi des textes bibliques. On trouve toujours, c'est comme avec Hannah Arendt, on trouve toujours dans les textes bibliques ce qu'on pense. Je voulais vous demander, parce que vous vous décrivez comme un juif à l'envers ou un juif un peu en creux, quoi, par identification au peuple juif persécuté. Est-ce que, à un moment donné, ça vous a pas traversé l'esprit de donner un contenu aussi positif à cette judéité, de se plonger dans ces textes qui sont apparemment pas que des fables, c'est aussi des textes qui s'étudient. Je pense à quelqu'un comme Benny Lévy qui... Ouais, mais alors là, Benny Lévy, moi j'aime bien. Hein. Lui alors, ou d'autres, mais... Ouais, d'accord. Pour qui la révolution Après nous avoir fait chier en 68 avec son maoïsme de merde, hein, etc., après aller dans une yeshiva, faire 8 gosses et tout ça, non, ça m'a pas donné envie. Non, ça m'a pas donné envie. Vraiment. Alors moi, écoutez. Peu importe Benny Lévy. Non, mais c'est toi qui l'as cité, c'est pas moi. Oui, parce que c'est aussi 68 qui a donné lieu à... Il y avait cette ferveur messianique et ils ont sublimé ça dans une ferveur talmudique. Peu importe. Oui, mais comme j'avais pas cette ferveur maoïste, je n'ai pas cette ferveur talmudique. Tu vois, c'est simple, hein. Il a échangé le petit livre rouge contre le Talmud. Il a le droit, mais que Dieu me préserve, pas moi. Hein, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas des moments où vous vous dites, voilà, j'ai 80 ans, et finalement je connais rien au judaïsme. Est-ce que j'irai pas aussi consulter ces textes, cette tradition ? Non. Voilà. Mais c'est peut-être une erreur. Hein. Peut-être que je vois quelqu'un ici qui le fait maintenant. Peut-être que ça me ferait du bien, mais j'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des tas de choses qui m'intéressent aujourd'hui, qui m'intéressent sur lire et relire et comprendre pourquoi nos sociétés sont racistes, pourquoi l'antisémitisme renaît aujourd'hui, de comprendre cela. Je ne crois pas que ça soit dans le Talmud ou la Bible que je comprendrais cela. Hein, je ne crois pas. Mais je veux dire, ce qui a changé, je n'ai pas... d'arrogance contre ceux qui sont talmudiques. D'ailleurs, dans le film, j'ai visité une yeshiva, ils étaient sympas, les jeunes. Ils essayaient de me convaincre. C'était bien, c'était marrant, mais je veux dire, ma définition du juif, c'est la mienne. Je ne prétends pas que les juifs sont comme moi.
Je simplement dis, voilà comment je comprends ma judéité. Et ma judéité, elle est aussi, disons, anticléricale ou non cléricale que ceux qui ne sont pas catholiques, etc. Bon, mais ça, je veux dire, il faut de tout pour faire un monde. Donc maintenant, il y a quelque chose qui revient toujours. C'est que si on est juif, on devrait, je dis, si tu veux, do it. Mais je ne dois rien. Simplement, je n'ai pas le droit de me désolidariser de l'histoire de ce peuple. C'est la seule chose où je n'ai pas le droit. Avec tout ça, on n'a même pas eu le temps de parler du sujet qui, je crois, vous intéresse le plus, c'est le foot. On va passer la parole à la salle. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit.